Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous. Je reçois aujourd'hui Mark Endeveld pour parler de l'Ukraine et du nucléaire. Le nucléaire, civil comme militaire, est l'une des principales raisons pour laquelle la Russie a envahi l'Ukraine, et le nucléaire est l'élément avec lequel les Ukrainiens, depuis la chute du mur, ont systématiquement fait du chantage à l'Occident, que ce soit financier ou du chantage à l'entrée dans l'OTAN et l'Union européenne. Journaliste d'investigation, Mark Endeveld a compris avant tout le monde ce que manigançait Emmanuel Macron. Cela donna lieu dès 2015 à la publication de sa première somme sur Jupiter, intitulée « L'ambigu Monsieur Macron » chez Flammarion, suivie en 2019 par Le Grand Manipulateur, les réseaux secrets de Macron chez Stock en 2019 et en libre de poche chez Point en 2020. Dans l'emprise, la France sous influence, au Seuil en 2022, il décrit un pays aux mains d'une élite sans loyauté qui, au gré des circonstances et surtout de ses propres intérêts, joue depuis 30 ans avec les fondements de l'indépendance et de la puissance de la France. Son dernier ouvrage en date, un petit livre par la taille, 126 pages, mais grand par l'éclairage qu'il jette sur les enjeux de la guerre en Ukraine, Guerre cachée, les dessous du conflit ukrainien, à lire absolument pour qui entend comprendre ce qui se déroule depuis le 21 février. Mark Endeveld, bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui donc d'un sujet qui est passé complètement en dessous des radars sur la guerre en Ukraine, en tout cas très peu de monde en a parlé, qui est le nucléaire. Est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler un certain nombre de choses afin que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle? Qu'est-ce que le traité de non-prolifération et qu'est-ce que les technologies duales? Le nucléaire est une technologie duale par excellence, c'est-à-dire qui peut avoir une application civile comme militaire. Et donc, bien évidemment que la construction de centrales nucléaires civiles n'est en fait jamais anodin. On a eu tendance à l'oublier ces dernières années, car dans le développement du nucléaire mondial, les centrales sont apparues comme autant de marchés à remporter à l'international au bénéfice des grandes puissances nucléaires, et notamment en l'occurrence la Russie, en l'occurrence également la Chine dans une moindre mesure à l'exportation, et aussi de nouveau les États-Unis qui sont de nouveau sur le marché au niveau international. Et par ailleurs, le traité de non-prolifération permet officiellement une lutte de la prolifération au niveau international depuis de nombreuses années, avec des accords diplomatiques et internationaux qui font que les États signataires s'engagent bien évidemment à ne pas profiter d'éventuelles présences de centrales civiles pour engager un programme nucléaire. Militaire. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le traité de non-prolifération consiste à dire vous avez accès au nucléaire civil si vous renoncez au nucléaire militaire. On peut le résumer comme ça. En tout cas, c'est ce qui, sur le principe, permet à certains pays de se doter de centrales nucléaires civiles un peu partout. Je pense actuellement dans les États du Golfe, par exemple. Et donc ces centrales civiles sont surveillées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, je suppose. Oui. Il y a des inspections obligatoires, multilatérales, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc tout est contrôlé. Voilà. Tout est contrôlé dans le cadre donc du traité de non-prolifération TNP. Et c'est notamment l'Agence internationale de l'énergie atomique qui, dans ses missions, et parmi ses missions, est chargée de la lutte contre la prolifération. Ouais, d'accord. Et donc l'Ukraine, en matière nucléaire, a des centrales nucléaires héritées de l'Union soviétique sur son sol. Qu'en est-il du militaire ? En Ukraine, le militaire, en fait, n'est plus officiellement une question depuis le mémorandum de Budapest, signé en 1994. Parce que l'Ukraine s'est engagée à l'époque de soit désarmer, soit ramener sur le sol russe les ogives nucléaires dont elle disposait sur son territoire et qui étaient héritées, ogives nucléaires qui étaient héritées de l'arsenal soviétique.
parce que donc il faut se replacer dans le contexte des années 90, les chutes du mur, puis effondrement de l'Union soviétique en 91. Donc à l'époque, l'effondrement de l'Union soviétique avait amené aux différentes puissances nucléaires de se poser la question de l'arsenal soviétique et de sa présence dans les différentes anciennes républiques socialistes, et notamment en Ukraine, mais pas que, en Biélorussie, au Kazakhstan, et autres d'ailleurs. Et par rapport à ces éléments-là de présence d'ogives militaires sur ces différents territoires, il avait été convenu, encore une fois, le désarmement ou en tout cas le renvoi de ces armes à Moscou, en Russie. Non, mais très bien. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas eu quelque chose un petit peu avant le protocole de Budapest ? C'est un processus en fait qui a commencé dès 91 en fait, non ? Oui, à travers le protocole de Lisbonne, effectivement, y avait ça fait partie des négociations entre 91 et 94. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que les Ukrainiens, enfin en tout cas une partie des Ukrainiens en Ukraine, parce que tout ça est quand même complexe, auraient souhaité conserver la présence de ces ogives sur leur territoire pour en disposer. Alors bien évidemment, les armes, ils ne disposaient pas des codes d'utilisation de ces armes, mais on peut très bien penser qu'à l'époque, ils auraient pu justement utiliser la présence de ces armes pour éventuellement les utiliser à leur profit, malgré la non-disponibilité de ces codes pour eux. Hein. C'était toute la question, c'est comment empêcher justement une prolifération nucléaire liée à l'effondrement du bloc soviétique. Et donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dès le début, donc dès 1991, et puis donc parce qu'il y a d'abord donc la signature du protocole de Lisbonne en 1992, donc dès ce moment-là, l'Ukraine déjà, alors c'était pas du tout le cas de la Biélorussie ni du Kazakhstan, qui n'ont fait strictement aucune difficulté, à ma connaissance, si je me souviens bien, que déjà l'Ukraine utilisait le nucléaire comme un moyen de pression sur l'Occident. Non, c'est plus compliqué que ça, parce que déjà, je ne sais pas si on peut dire déjà, à l'époque, le plus gros stock d'ogives était en Ukraine, de toute façon. Donc l'enjeu du stock d'armes en Ukraine était important. Par ailleurs, il y avait déjà, au cours des années 90, des fortes inquiétudes du côté américain que l'Ukraine soit ce qu'on appelle un pays qui ait des vecteurs de prolifération en Ukraine, avec tout simplement un éventuel trafic d'armes au niveau international. C'était le cas d'ailleurs dans d'autres domaines en matière de trafic d'armes à partir de l'Ukraine. C'était ça les inquiétudes à l'époque des Occidentaux, en tout cas des puissances nucléaires mondiales, parce que c'était des inquiétudes qui étaient partagées à l'époque, tant par les États-Unis que par la France, la Grande-Bretagne, y compris la Chine à l'époque. Ces différentes parties souhaitaient que l'Ukraine renvoie effectivement ces armes-là à Moscou, ou en tout cas s'engage dans un processus de désarmement. Ça n'a pas été facile, effectivement, pour le négocier. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, notamment parce qu'il y avait des forces déjà politiques en Ukraine qui souhaitaient préserver, on va dire, une mainmise sur ces armes qui étaient présentes sur le territoire. Oui, il y avait déjà un débat. Sur est-ce qu'on peut participer à ce désarmement-là, est-ce qu'on accepte de participer à ce désarmement-là, ou au contraire, est-ce qu'on bloque le plus ? Mais en fait, c'était pas un chantage sur le nucléaire à l'époque, quand même. C'était aussi un chantage financier. L'acceptation des Ukrainiens de participer au processus, comme je l'ai déjà rappelé, à l'époque, de toute manière, l'Ukraine ne disposait pas des codes de ses armes nucléaires. Donc, pour en avoir l'utilisation, on va dire, éventuelle, elle aurait de toute façon dû investir énormément d'argent pour en fait détourner ces armes nucléaires. Donc elle ne disposait de toute manière pas des fonds. Elle pouvait disposer de certains éléments techniques et également de certaines compétences au niveau des ingénieurs déjà à l'époque.
Mais quand je dis le chantage n'était pas tant nucléaire que financier, c'est que les Ukrainiens ont négocié de haute lutte ce désarmement-là contre des contreparties financières. Et pour le coup, là, il y a, comment dire, les Américains ont joué du bâton et de la carotte à l'époque parce que en fait, ils ont également au départ, dans le cadre de la négociation, ils n'ont pas amené l'économie ukrainienne on va dire, à sortir la tête de l'eau avant que l'accord soit signé. C'est toujours pareil. Le rapport de force a été mis en place pour que les Américains en remportent la décision de voir ces armes disparaître et ou renvoyer à Moscou. Ça, c'était à l'époque. Moi, ce que j'ai découvert ces dernières années, c'est qu'en Ukraine, depuis, on va dire, 2014 notamment, il y a eu un débat qui est monté de manière de plus en plus importante dans les élites ukrainiennes politiques, notamment. Il y a eu des projets de loi au Parlement de forces politiques, pas uniquement d'extrême droite, mais également du centre, en tout cas du centre droit, pour l'abandon du statut d'État non nucléaire militaire de l'Ukraine. Et pourquoi ces projets de loi? C'est parce qu'en fait, depuis 2014, il y a une idée sous-jacente en Ukraine qui a été relayée aussi aux États-Unis par des groupes de pression ukrainiens pour insinuer l'idée que l'Ukraine ne pourrait être véritablement protégée de la Russie que si elle n'accède de nouveau à l'arme atomique. C'est à la fois un débat public, parce qu'il y a eu des prises de position publiques, des prises de position dans la presse, c'est des choses qui ont été relayées même par la presse américaine, ces demandes-là, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui, jusqu'à présent, avait amené à des prises de décision de la part des Ukrainiens au niveau, en tout cas, officiel. Par exemple, officiellement, l'Ukraine est toujours signataire du fameux traité de non-prolifération dont on parlait tout à l'heure, parce que quand l'Ukraine a signé ce qu'on appelle donc le mémorandum de Budapest de 1994, elle s'est engagée dans le même temps à signer le traité de non-prolifération. Ça s'est fait de manière à peu près concomitante. Et c'est jusqu'à présent, on présentait le mémorandum de Budapest, d'ailleurs dans les institutions internationales attachées notamment à la lutte contre la prolifération, on présentait le mémorandum de Budapest et le désarmement comme un modèle du genre du désarmement. Voilà. Donc ces discussions en Ukraine sur un possible retour à un statut de militaire nucléaire, n'était-ce pas non plus un chantage à l'entrée dans l'OTAN et dans l'UE? Dans l'UE, je ne sais pas. Dans l'OTAN, nécessairement, parce qu'en fait, quand on parle d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, de mon point de vue, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer d'un côté la stratégie américaine, notamment de partenariat des forces militaires ukrainiennes, de soutien aux forces militaires ukrainiennes depuis de nombreuses années, tant du côté britannique que du côté américain. Parce qu'en fait, dans les faits, même si l'Ukraine n'était pas officiellement et n'est toujours pas officiellement membre de l'OTAN, dans les faits, techniquement, l'armée ukrainienne, et d'ailleurs on l'a vu depuis le début de la guerre de février, là, on voit bien que l'armée ukrainienne était quasiment en interopérabilité, comme on le dit, avec les forces de l'OTAN. Pas surtout, bien évidemment, notamment en termes de moyens militaires en tant que tels, mais en termes de procédures, en termes de ce qu'on appelle d'interopérabilité, les choses ont été faites ces dernières années. Mais ce qui se passe, c'est que, oui, il y a deux choses. C'était pas tant l'entrée en l'OTAN qui importait aux Ukrainiens. C'était pourquoi ils veulent entrer dans l'OTAN, les Ukrainiens? Ils veulent entrer dans l'OTAN, les Ukrainiens, parce que c'est en fait la garantie de profiter du parapluie nucléaire américain. C'est ça la vraie question. Et c'est entre guillemets la vraie ligne rouge de Moscou sur le dossier. C'est la question du nucléaire et celle du parapluie nucléaire. C'est la vraie question, c'est la vraie ligne rouge en fait de Moscou. C'est pas tant l'intégration dans l'OTAN avec le fameux article 5. Non, la vraie question, c'est le nucléaire et le nucléaire militaire.
Mais donc, si on revient aussi encore un petit peu en arrière, hein, il y avait entre l'Union soviétique et les États-Unis toute une série de traités hein, qui, à compter de la fin des années 70, si je ne m'abuse, avaient été signés et qui étaient dits donc le système de sécurité mutuelle que les Américains ont sciemment eux-mêmes détricoté depuis 2002, si je ne m'abuse. Hein, que ce soit le traité sur les armes intermédiaires, que ce soit le traité sur les missiles balistiques START 2 qui n'a jamais été signé et dont les négociations se sont arrêtées. Tout ça, effectivement, pour déployer des boucliers antimissiles, hein, leurs fameux boucliers antimissiles, censés protéger l'Europe contre l'Iran, mais enfin, quand on les déploie en Roumanie, ou en République tchèque ou en Pologne, je comprends que les Russes disent que ça va bien. Quel a été l'impact réel, justement, de cette politique américaine sur la situation en matière de sécurité nucléaire, hein, je parle militaire là, effectivement, à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés? C'est un peu le non-dit de toute cette histoire, en fait, hein, et c'est le non-dit, de mon point de vue, de cette histoire des deux côtés. Et d'ailleurs, les promoteurs des deux camps, quand je parle des deux camps, tant des soutiens aux États-Unis que au soutien à Moscou, dans le storytelling et les effets de propagande autour de la guerre en Ukraine, vous remarquerez qu'on parle là aussi finalement assez peu de nucléaire, et notamment de nucléaire militaire. On en parle d'une manière remplie d'émotions et avec les différentes menaces des uns et des autres et compagnie, mais on n'explique pas ce qui se joue. Et d'ailleurs, je suis assez frappé de voir, même si je ne suis qu'un simple journaliste, que les spécialistes en stratégie nucléaire et les spécialistes de dissuasion nucléaire font peu le travail de pédagogie, parce qu'en réalité derrière se posent des vraies questions des responsabilités de la fragilisation du cadre de dissuasion au niveau international depuis une vingtaine d'années, effectivement, tant du côté des Américains d'ailleurs que du côté des Russes de ce point de vue-là. Parce que quand on parle des doctrines d'utilisation d'armes tactiques, par exemple, quand on dit que l'Union soviétique a toujours utilisé des armes tactiques, déjà, en fait, il faudrait déjà... elles n'ont pas utilisé d'armes tactiques sur les champs de bataille. Mais par ailleurs, il y a eu effectivement un affaiblissement de la dissuasion nucléaire, y compris dans le cadre européen, parce que, en fait, les traités internationaux qui régissaient les différents équilibres entre les grandes puissances nucléaires se sont peu à peu, les signatures ont été... sont étiolées. Ceux-là sont étiolés. Les signatures n'ont pas été renouvelées parce que justement les négociations ont achoppé entre les États-Unis et la Russie ces dernières années. Les Européens et les puissances nucléaires européennes, en l'occurrence la France et la Grande-Bretagne, finalement, on peut poser la question de cette question-là de la dissuasion nucléaire. Ils n'ont pas réussi à s'imposer dans le dialogue entre Russes et Américains. C'est quelque chose qui s'est développé au-dessus de leur tête. Donc, ils n'ont pas pu développer leur point de vue concernant la sécurité européenne. Et pourtant, les Russes avaient tendu la main à ce sujet à l'Union européenne, hein, il me semble, dès 2007. Oui, alors c'est plus compliqué que ça, mais parce que là aussi, ils tendent la main, mais c'est tout un jeu diplomatique. En réalité, comment tendre la main, en l'occurrence là, l'Union européenne, mais comment tendre la main quand de toute manière, le vrai dialogue, il se fait entre les deux plus grandes superpuissances nucléaires mondiales, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie, parce que c'est les deux plus grandes puissances qui disposent le plus d'ogives nucléaires dans leurs arsenaux respectifs. Même si la France a la bombe et à peu près 300 ogives, enfin officiellement, on est loin des milliers et milliers d'armes dont disposent les Américains. 6 000 pour les Russes, 5 000 pour les Américains, c'est ça, à peu près. Ça, c'est selon les chiffres dont ils disent qu'on dispose. Parce qu'en fait, les chiffres officiels, on ne sait pas ce qu'ils ont planqué. Donc, en fait, il y a eu une double fragilisation ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a eu une fragilisation du régime de dissuasion au niveau nucléaire parce que
à la fois pour des raisons réglementaires, avec la question des traités qu'on évoquait, des traités qui étaient en vigueur et qui sont apparus du jour au lendemain plus en vigueur. Actuellement, il n'y a plus, à ma connaissance, il n'y a plus qu'un traité qui est en vigueur entre la Russie et les États-Unis, c'est New START, qui a failli ne plus être d'ailleurs re-signé avant l'arrivée de Biden en février 2021. Parce que là, du côté américain, l'accélération de la doctrine américaine en gros, on ne souhaite plus signer, ou en tout cas, on n'a pas une volonté diplomatique pour signer ces accords-là dans le nucléaire militaire concernant la dissuasion. Ça a été une politique qui a été notamment promue par Donald Trump. Sous Donald Trump, les Américains ont abandonné encore plus, on va dire, leur volonté de conclure des accords dans le nucléaire et dans le nucléaire militaire. D'ailleurs, c'est aussi Trump qui se désengage de l'accord en Iran, mais c'est également le cas avec la Russie. Derrière, tant sous la période Trump que sous la période récente en Russie, les forces militaires des deux pays ont de plus en plus fait pression pour réutiliser, on va dire, parce que ça n'a jamais été utilisé, mais c'était conçu potentiellement comme un champ d'application possible dans les années 50, d'utiliser des armes nucléaires sur le champ de bataille. On les présente faussement comme des bombes à faible puissance, parce qu'en fait, c'est quand même des bombes qui sont aussi puissantes, voire que Hiroshima. Donc, quand sur les plateaux télé, ils expliquent que ces bombes tactiques ou ces utilisations tactiques ne seraient que des super bombes sur un champ de bataille, c'est en réalité totalement faux. C'est des bombes nucléaires à plein titre, et si elles sont à faible puissance, c'est quand même des bombes nucléaires qui peuvent être durablement meurtrières et surtout durablement dévastatrices pour les endroits qui sont touchés. Sans compter que c'est à tête multiple, donc effectivement, ça accroît la zone de dommage. C'est quoi la différence entre une arme nucléaire tactique et une arme nucléaire stratégique ? Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'au-delà de l'affaiblissement du cadre réglementaire, il y a eu des évolutions technologiques, ça c'est vrai, qui fait que l'utilisation d'armes tactiques nucléaires est apparue de nouveau, on va dire, potentiellement utile pour les différents états-majors. C'est-à-dire, ils se sont dit, finalement, c'est avec la miniaturisation des armes nucléaires, qui a été permise par l'évolution technologique, les états-majors se sont dit, tiens, finalement, on peut peut-être pousser à les réutiliser. Et donc, Américains comme Russes ont à bas bruit, depuis, d'ailleurs c'est très récent, c'est quand même depuis 4-5 ans, ont à bas bruit réarmé leurs forces, leurs arsenaux de bombes tactiques. Les Anglais aussi, non, si je ne m'abuse? Oui, vraisemblablement, ça je ne sais pas. Mais c'est pas le cas officiellement en France. Et en l'occurrence, Emmanuel Macron s'est opposé au retour, en tout cas à l'utilisation d'armes tactiques. La différence, pour répondre à la question, entre des armes tactiques et armes dites stratégiques, c'est tout simplement qu'on parle d'armes stratégiques parce que c'est des armes, notamment des missiles intercontinentaux, qui donc là permet aux Russes ou aux Américains de se toucher directement à des milliers, des dizaines, plus des centaines de milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres, oui. Milliers de kilomètres, je vais y arriver. Et ces armes-là sont tellement puissantes et générales que si on appuie sur le bouton, c'est tout simplement c'est l'annihilation totale nucléaire de tout ou partie de la planète. Donc en fait, c'est juste une différence effectivement de dégâts, mais également de neutralisation en termes de dissuasion. Et alors pour comprendre, c'est que dans les promoteurs de l'utilisation des armes tactiques, dans les différents états-majors, et notamment aux États-Unis, il y a des promoteurs de l'utilisation des armes tactiques. C'est l'idée qu'on peut utiliser des armes tactiques sur un champ de bataille à la fois par utilité militaire, mais également comme une manière, comme des paliers, autant de paliers intermédiaires pour faire monter la pression contre un ennemi. Sauf que justement, depuis notamment la guerre de Corée, où, je le rappelle, les Américains et l'état-major américain avaient envisagé
d'utiliser des armes nucléaires en nombre sur les Coréens du Nord, juste pour préciser armes nucléaires tactiques, armes militaires stratégiques. La question qui se pose, c'est que dans les promoteurs de l'utilisation des armes tactiques, donc encore une fois, ce qu'on appelle l'utilisation sur le champ de bataille, ce qui veut tout et rien dire, mais parmi ces promoteurs-là, il y a l'idée de pouvoir également faire monter en pression les éventuels adversaires en passant de palier à palier. Sauf que donc les différents spécialistes et différents responsables dans les différents pays, dans les différentes puissances nucléaires, on s'était finalement retrouvé sur l'idée que si on commençait à utiliser des armes tactiques nucléaires d'un point de vue militaire, on ne pouvait pas interrompre le risque d'escalade. Donc d'arriver jusqu'à l'utilisation généralisée du feu nucléaire et donc l'utilisation d'armes stratégiques. Donc en fait, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les présidents français se sont toujours opposés ces dernières années à l'utilisation d'armes tactiques, au nom de l'empêchement total de s'engager dans une éventuelle escalade mortifère à terme. Mais bien évidemment, ça c'est une idée toute française de la dissuasion qui correspond bien au caractère très conceptuel des Français et finalement assez peu pragmatique. Parce que dans les faits, malheureusement, ces dernières années, entre les Russes et les Américains, donc il y a eu en fait une course aux armements, et notamment aux armements d'armes dites tactiques, tant du côté russe, ça on le dit beaucoup depuis le début du conflit aussi parce que Poutine a plus ou moins joué avec ça au niveau médiatique, mais en réalité, les Américains disposent de plus en plus d'armes tactiques nucléaires dans leurs arsenaux, à tel point qu'on a appris début juillet que l'OTAN avait disposé de bombes tactiques nucléaires sur différentes bases OTAN en Europe. Mais ça, c'est pas nouveau, ça date de la guerre froide, hein, puisqu'il y a toujours eu des armes nucléaires, des bombes, attention, pas des missiles, mais des bombes nucléaires américaines sur le sol européen, en particulier en Allemagne, au Danemark, il y en a eu en Belgique aussi également, qui étaient stockés sur le sol. Hein, donc, et l'un des arguments, si je ne m'amuse, corrigez-moi si je me trompe, hein, de vente de F-35, enfin pour forcer plutôt des pays européens à acheter F-35, c'est l'obligation de pouvoir larguer cette bombe nucléaire américaine. Hein, c'est comme ça que les Belges se sont fait avoir, par exemple, alors qu'ils n'ont plus d'armes nucléaires sur leur territoire depuis une dizaine d'années. Voilà. C'est comme ça que les Allemands également se sont fait avoir. Enfin, c'est un des arguments à la vente de F-35 vis-à-vis de certains États européens. Oui, non, ça a toujours existé, sauf qu'il y a eu une augmentation du stock d'armes quand même très récente concernant les armes tactiques sur les bases OTAN. Et par ailleurs, ce qui se passe, c'est que les traités dont on parlait tout à l'heure de maîtrise de ces armes et d'équilibre de ces armes avec Moscou, ces traités ne sont plus en vigueur. Donc en fait, les armes à portée intermédiaire aujourd'hui ne sont plus traitées, ne sont plus régies par des traités internationaux. Donc en fait, les Américains ont tout simplement complètement découvert l'Europe. On peut dire ça, comme ça. En tout cas, les Européens, et c'est ça ce que semblent ne pas comprendre les opinions publiques, mais c'est normal parce que elles ne sont pas particulièrement informées par leurs responsables. En fait, les Européens ne comprennent pas, de mon point de vue, qu'aujourd'hui, la situation du danger nucléaire n'est pas à banaliser parce que, en fait, l'Europe est en fait moins protégée aujourd'hui, d'une certaine manière. Il y a plus de déséquilibre en Europe aujourd'hui concernant le nucléaire militaire que dans les années 80 ou 90. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, pour le coup, c'était le directeur de Libération qui faisait un éditorial, donc le directeur de Libération Dov Alphon, qui faisait un éditorial au sujet des déclarations tonitruantes de Joe Biden qui avait fait il y a quelques jours la comparaison d'Armageddon, ouais. Oui, la comparaison à la situation des missiles de Cuba en 62 pour expliquer le niveau de tension aujourd'hui entre Moscou et Washington au sujet du nucléaire. Or, Alphon posait une bonne question dans son éditorial parce qu'il pointait le fait que
contrairement à 62, la situation était peut-être en réalité encore pire qu'en 62. Voilà. Parce que justement, à la fois, les acteurs en présence n'ont pas forcément les mêmes, les mêmes habitudes qu'auparavant, mais surtout parce que les traités et l'esprit de dissuasion n'est plus ce qu'elle était auparavant. Une preuve d'ailleurs, c'est quand même Joe Biden qui s'est arrogé la possibilité de première frappe au mois d'avril. Le seul chef d'État d'une puissance nucléaire qui en dispose. Même Poutine n'en dispose pas. Oui, mais de toute façon, du côté américain, notamment, ça s'est accéléré sous Trump, mais en fait, c'est des stratégies, c'est des évolutions de long terme aux États-Unis. La sortie des Américains de différents traités amène à des réactions plus brutales, y compris concernant le nucléaire militaire. Mais en fait, bon, quand on parle de nucléaire aussi, on parle des bombes, etc. Mais cette espèce de course à l'arme tactique n'a-t-elle pas non plus été causée par ce qu'on est bien obligé aujourd'hui de constater être une suprématie stratégique russe, notamment avec les missiles hypersoniques, que personne ne sait arrêter? Oui, tout ça fait partie du déséquilibre général. Et c'est pour ça que je parlais également d'évolution technologique tout à l'heure, tant au niveau de la miniaturisation des armes que effectivement sur la question des missiles. Parce que si on remonte un petit peu, je fais l'avocat du diable, les missiles hypersoniques ont été la réponse russe au déploiement du bouclier antimissile américain à partir de 2004. Oui, il y a un enchaînement problématique de ce point de vue-là. Encore une fois, pour le coup, c'est un enchaînement qui s'est déroulé, pour le coup, sans que les Européens aient leur mot à dire. On est bien d'accord, effectivement. Mais ils n'ont pas eu leur mot à dire, parce que comme je le disais tout à l'heure, ils sont pas forcément tous États nucléaires et disposent pas tous d'une dissuasion nucléaire, comme la France, mais par ailleurs, ils sont tous membres de l'OTAN. Ils n'ont pas développé de point de vue, alternatif au choix américain. Avec un bémol quand même, c'est que y a eu le début, quand les Américains se sont désengagés militairement en termes de forces présentes en Europe ces dernières années, les Allemands ont commencé à évoquer l'idée d'utiliser le parapluie nucléaire français pour se protéger. Mais c'est le début, ça a été évoqué dans le débat allemand. Non, mais c'est parce que c'était Macron qui en parlait. Oui, dissuasion européenne, mais ce qui est une folie totale de toute manière. Petit peu comme le parapluie nucléaire américain, on nous dit oui, le parapluie nucléaire américain, mais la dissuasion, alors pour riposter, oui, d'accord, mais la dissuasion ne se partage pas. La France ne la partage avec personne, l'Angleterre non plus, et les États-Unis encore moins. Non ? Oui, le débat en Allemagne s'est développé avant Macron, mais il était de toute façon extrêmement minoritaire. Et puis effectivement, Macron a récupéré l'idée de potentiellement partager la dissuasion. Mais c'est quelque chose qui, dans les faits, est quasiment irréalisable. D'ailleurs, quand j'ai interrogé Hollande à ce sujet-là, au sujet des projets de Macron, des annonces de Macron à ce sujet-là, il a dit c'est pas possible. Si on passait maintenant un petit peu au nucléaire civil, parce que ça aussi c'est un aspect qui est pas négligeable dans cette guerre en Ukraine. On a pu le voir notamment avec la centrale de Zaporojie, qui a défrayé la chronique, frappée par les Russes, les Ukrainiens. Bon, on sait aujourd'hui que ce sont les Ukrainiens qui tiraient dessus, pas les Russes. Quels sont les intérêts français en la matière, non seulement en Ukraine, je pense qu'on a peu en Ukraine, mais surtout avec la Russie, et en Russie, et pas qu'en Russie, mais également avec la Russie? Alors, les intérêts français avec l'industrie nucléaire russe sont très importants. Le syndicat français de l'énergie nucléaire, le SFEN, évalue à 1 milliard d'euros l'argent apporté aux entreprises françaises du nucléaire, à la filière de sous-traitants nucléaires français, à chaque vente de réacteurs à l'étranger ou pas d'ailleurs, par le groupe russe Rosatom. Donc à chaque fois que le groupe russe Rosatom vend un réacteur nucléaire dans le monde, et ils en ont actuellement 36 en contrat à ma connaissance au niveau international, chaque contrat permet à la France de récupérer 1 milliard d'euros pour sa filière nucléaire.
Et qu'en est-il des carburants? Pour les carburants, qu'est-ce que vous entendez carburants? Les combustibles? Oui, les carburants, les combustibles nucléaires. Concernant les combustibles, en fait, alors je sais que Greenpeace et d'autres associations écolos sont montées au créneau pour dire regardez, les Russes nous fournissent en combustible nucléaire, ce qui est en partie vrai, mais en fait ça reste assez minoritaire sur l'ensemble du mix d'approvisionnement des combustibles uranium du parc nucléaire français. Reste que, à ma connaissance, c'est notamment sous la présidence d'Henri Proglio, quand il était président d'EDF entre 2010 et 2014, que EDF a contracté avec le russe Rosatom pour la fourniture de combustible, en plus des contrats que EDF avait à l'époque avec Areva et l'américain Westinghouse. Ces dernières années, il y a eu une diversification des approvisionnements en uranium enrichi et que EDF s'est tourné aussi vers Rosatom. Mais la question est moins peut-être celle du combustible russe, même si effectivement ce que présentait également Greenpeace, c'était les importations de combustible français du côté du Kazakhstan et du Mali. Mais le Kazakhstan, on sait bien qu'en fait, même si soi-disant c'est sous le giron russe, en fait le Kazakhstan est sous influence américaine, en tout cas sa présidence. Donc en fait c'est un État qui est sous multiples influences et donc la France importe pas mal de combustible et d'uranium plutôt du Kazakhstan. Mais la question est intéressante et posée aussi sur la question des déchets. Parce qu'en fait, la stratégie de Rosatom ces dernières années était effectivement de se rapprocher de la France, parce que la France est l'État le plus nucléarisé au monde. Voilà, 56 réacteurs. En réalité, Rosatom, pour se développer à l'international, avait l'ambition de se rapprocher encore plus avec les Français. D'ailleurs, 3 mois à peine la survenue de la guerre en Ukraine, EDF et Rosatom ont signé lors d'un salon à Villepinte, d'un grand salon du nucléaire à Villepinte en région parisienne, un nouveau contrat. Plus personne n'en parle aujourd'hui, mais donc ça fait partie des éléments. Et donc quand je parlais des déchets, c'est qu'à terme, les Russes se seraient bien vus comme recevant les déchets français, notamment du démantèlement des centrales françaises. Et notamment parce que les Russes disposent de grottes de granit en Sibérie qui permettraient on va dire une solution d'isolement relativement plus intéressante que les projets d'enfouissement en France, notamment à Bure. Voilà. Donc il y avait ça, c'était les deux projets. Et autre symbole, c'est que par exemple, et autre problème aujourd'hui pour les pouvoirs publics français, c'est que par exemple, la production industrielle des turbines vapeur des centrales civiles, notamment les fameuses ex-filiales Alstom rachetées par l'américain General Electric, GE, la fameuse usine de Belfort, les fameuses turbines Arabelle, qu'Emmanuel Macron a annoncé comme devant être racheté par EDF dans les prochains mois. En fait, plus de la moitié du plan de charge de l'usine de Belfort concerne le client Rosatom. C'est-à-dire qu'en fait, l'usine de Belfort produit des turbines pour le russe Rosatom. Donc il y a une imbrication totale de l'industrie nucléaire française avec l'industrie nucléaire russe, même si l'industrie nucléaire française est également sous l'influence de l'industrie nucléaire américaine, voire chinoise également ces dernières années. Et donc la vraie question, c'est quand on nous annonce une relance du nucléaire civil en France, comment cette relance-là va pouvoir être possible dans le contexte international de forte tension entre ces différentes puissances. Et donc effectivement, et qu'est-ce qu'on peut dire de la capacité de réflexion à long terme et de prospective de nos gouvernements en la matière? On a bien vu que sur la politique énergétique, il n'y avait rien. Sur l'Ukraine, la présence des Français en Ukraine n'est pas si marginale. Déjà parce que EDF, historiquement, ainsi qu'Areva, ont participé au nettoyage du site de Tchernobyl.
ont participé à la formation des Ukrainiens pour la question de la sûreté de leurs centrales, parce que justement, historiquement, c'était la Russie qui avait la haute main sur la sûreté des centrales ukrainiennes, et ça, c'était un héritage de l'Union soviétique. Et puis ce que les Français ont fait aussi via RTE, Réseau Transport d'électricité, mais également avec du financement EDF, de filiales d'EDF et l'implication éventuelle de Enedis ex-ERDF, ça a été la préparation ces dernières années au rebranchement, enfin au branchement plutôt, du réseau électrique ukrainien avec le réseau électrique européen via la Pologne. Et ça, c'est en partie, c'est les Polonais qui l'ont fait, mais c'est également les Français. Le jour où ça déleste en Ukraine, il va se passer quoi? Non, mais de toute façon, là, avec ce qui s'est passé il y a quelques jours, à ma connaissance, les Russes ont pilonné les lignes électriques. Les transformateurs, les sous-stations. Voilà, permettant l'Ukraine à être accrochée au réseau polonais. Donc, en fait, sur la situation de la ligne, des lignes haute tension permettant à l'Ukraine d'être branchée au réseau polonais et donc européen, a priori, j'ai pas regardé aujourd'hui, mais les récents bombardements russes sur ces lignes-là empêchent le raccordement du réseau ukrainien au réseau européen. D'accord. Donc effectivement, donc si jamais ça déleste en Ukraine, on n'aura pas, ça va pas faire effet domino et tomber sur la figure de l'Europe. Oui, ça. Finalement. La sagesse qu'il y avait à raccorder le réseau d'un pays en guerre, c'est quand même plus que douteux, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, malgré tout, c'est juste quand même assez extraordinaire et effrayant de voir cette erreur totale de calcul qu'ont fait les pays occidentaux en ce qui concerne la Russie. C'est un Bruno Le Maire qui dit oui, on va détruire l'économie russe. C'est comment des gens à ce niveau-là, qui ont des services de renseignement, qui ont accès à toute l'expertise possible et imaginable, sont-ils capables de faire de telles erreurs de jugement? Joker. D'accord. Ok. C'est pas que sur la question de l'Ukraine, c'est sur toutes les questions. Le dossier de l'énergie, en général, par les élites françaises depuis 30 ans, c'est un fiasco total. C'est un fiasco total, mais pour des raisons de courte vue, de fric facile, ils ont les différents gouvernements de droite comme de gauche, la Macronie a voulu promouvoir les groupes privés, la spéculation de ces groupes privés ou de privatisation des groupes publics. Je pense à ce qui est devenu Gaz de France, à Engie. Donc il faut revenir aux années 80 pour avoir une stratégie énergétique en France. D'accord. Donc en fait, depuis, c'est-à-dire diversification des sources d'approvisionnement en gaz, ce qui était la règle de Mitterrand, la fameuse règle des 3 tiers entre en gros la Russie, la Norvège et l'Algérie. Mais ça impliquait des contrats de long terme. Qui sont interdits par la Commission européenne maintenant. Voilà. Donc, et T-Corpé, alors que c'est le meilleur moyen d'acheter du gaz. Mais... Oui, tout à fait. Mais sauf que qu'est-ce qui est montré à travers la crise là, énergétique, et notamment en Ukraine par rapport à l'énergie, et d'ailleurs, il ne s'en cache même pas du côté européen, c'est la faillite totale du marché européen de l'énergie. Voilà, qui en plus était fondé sur 2 présupposés totalement délirants. C'était un présupposé néolibéral, donc d'un échange de soi-disant prix et d'unification du marché par la spéculation financière, une financiarisation du marché de l'énergie au niveau européen. Donc on paye l'inconséquence des choix pris au niveau de l'Union européenne, mais également pris au niveau des États européens, et en France en particulier sur la question énergétique. Mais il y a quand même le rôle de l'Allemagne là aussi. C'est quand même l'Allemagne qui a imposé un modèle parfaitement délirant, hein. Vous l'avez dit vous-même, depuis le début des années 2000, depuis Schröder. Oui, alors l'Allemagne a renforcé le déséquilibre, notamment par le choix unilatéral de la sortie nucléaire vis-à-vis de la France, qui fut totalement unilatéral. Donc
Comme tout ce qu'ont fait les Allemands depuis les années 2000, soyons francs, les grands choix européens, allemands, ont toujours été faits de manière unilatérale, que ce soit ça, que ce soit l'ouverture des frontières en 2015, ça a même commencé avant, puisque la reconnaissance de la Slovénie et de la Croatie était d'abord allemande et a été faite contre ces engagements européens. Ce qui a donné donc lieu quand même à peu près à 5 ans de guerre, quoi. Donc merci. La stratégie, on va dire, si tant est que la France avait une stratégie encore européenne ces dernières années, a globalement été écrasée par la stratégie allemande au niveau de l'Union européenne. Parce que être quand même assez fou pour accepter de voir le prix de son électricité fixé par le prix du gaz, en fait, puisque donc la centrale à gaz la plus chère d'Europe, qui ne se situe pas en France, faut être parfaitement malade, quoi. Alors, à moins de dire oui, mais le gaz sera toujours plus cher que le nucléaire, donc on va vendre de l'électricité, mais donc beaucoup à fort profit, mais ça c'est une vision d'extrêmement court terme pour le coup, parce que là on voit qu'aujourd'hui ça s'est complètement inversé, et puis on voit également que les Allemands maintenant avec tout le renouvelable sont le bec dans l'eau, et ils remplacent le renouvelable, ils remplacent le nucléaire par du charbon. C'est intéressant. Quelle est la prégnance des affaires nucléaires dans la décision de Poutine de rentrer en guerre, d'envahir ? Pour moi, la question du nucléaire concernant l'antagonisme entre l'Ukraine et la Russie, entre la Russie et l'Ukraine, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les velléités ukrainiennes, le débat dont on parlait tout à l'heure, sur une éventuelle nucléarisation du pays sur un plan militaire, qui n'était resté, en tout cas ces dernières années, qu'au niveau des débats. Mais Zelensky et son administration avaient par petites touches fait des déclarations dans les années précédentes pour faire monter la pression, notamment en fait moins d'ailleurs je pense vis-à-vis de la Russie que vis-à-vis de Washington et des Américains. D'une certaine manière, les Ukrainiens ont voulu faire comprendre aux Américains que sans l'arme nucléaire, ils ne pouvaient pas se défendre bien vis-à-vis de Moscou et de la Russie. Et donc cette montée en pression des Ukrainiens vis-à-vis de Washington a fini par totalement inquiéter Poutine. Et donc, notamment, et ça c'est des choses qui font partie du déclaratif de Poutine dès février 2022, mais qui n'ont pas du tout été relayées en France, d'ailleurs ni par les promoteurs de Vladimir Poutine, ni par les soutiens aux Ukrainiens, ni même par rapport aux certains relais des Américains dans le pays, c'est que effectivement à la conférence de sécurité de Munich du 19 février, Zelensky a remis sur le tapis la question du mémorandum de Budapest en appelant les puissances nucléaires signataires, donc les Américains, les Russes, mais également la Grande-Bretagne. Et ensuite, il y a eu la Chine et la France qui a signé aussi le mémorandum de Budapest. Et donc, Zelensky a appelé ces puissances nucléaires à se mettre autour de la table pour reparler du mémorandum de Budapest. Et alors, le point de vue ukrainien, il est le suivant. Le point de vue ukrainien est de dire on a abandonné des armes nucléaires qui étaient présentes sur notre territoire. On nous l'a demandé, on l'a fait. Mais les garanties de sécurité qui ont été évoquées dans le cadre du mémorandum de Budapest ne sont pas assez suffisantes et ne sont pas obligatoires, donc ne nous protègent pas. Ça, c'est le point de vue ukrainien. Et d'ailleurs, pour eux, il y a un élément de preuve qui va dans ce sens-là, c'est qu'en 2014, les Américains à l'époque, malgré la situation en Crimée et dans le Donbass, ne sont pas intervenus pour protéger Kiev militairement. Donc, dans le point de vue ukrainien, il s'agit, et c'est là où on retrouve la question de l'OTAN et de l'article 5, d'une certaine manière, de l'OTAN, c'est-à-dire qui amène les États membres de l'OTAN à se protéger mutuellement, mais donc les Ukrainiens voulaient placer devant leurs responsabilités les Occidentaux sur
sur leurs engagements et garanties sur la préservation de leur territoire et de leurs frontières. Donc en février, lors de cette conférence de sécurité à Munich, Zelensky a dit « Nous n'avons pas cette arme, nous n'avons pas l'arme nucléaire, mais nous n'avons pas non plus la sécurité ». Donc Poutine a très bien compris le message, à tel point qu'il a utilisé cet élément-là dans son allocution du lundi 21 février, dans mon souvenir, c'était le 21 février, quand il a annoncé la reconnaissance des républiques du Donetsk et de Lugansk. Il a à cette occasion-là expliqué assez longuement que les Ukrainiens n'avaient pas manqué ces dernières années et ces derniers temps à affirmer leur volonté à terme de se renucléariser. Et d'ailleurs, quand les Russes parlent de démilitarisation de l'Ukraine, en fait, ils parlent principalement de démilitarisation nucléaire. D'ailleurs, Lavrov, récemment, a encore mis sur la table la question du risque de nucléarisation de l'Ukraine au niveau militaire. Dans le même temps, ce qui s'est passé depuis le début de la guerre, c'est que le débat que j'évoquais tout à l'heure, le débat qui s'était développé en Ukraine pour une éventuelle militarisation nucléaire du pays, c'est un débat aujourd'hui qu'on trouve en Pologne, qu'on trouve même à Washington. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour fournir des armes nucléaires à l'Ukraine. Oui, mais ça, c'est pas. Est-ce que c'est pas l'hystérie de la défaite, hein, parce qu'on sait très bien malheureusement comment cette guerre va se finir, et puis aussi l'hystérie également des midterms, parce que là on voit une montée à l'escalade juste avant les élections, quoi, comme par hasard. Oui, alors ça c'est encore un autre sujet, midterms, mais en tout cas, pour revenir à la question de tout à l'heure, en fait, Poutine ne souhaite pas et ne souhaite pas que l'Ukraine sorte de son statut d'État non nucléaire. Ça, c'était vraiment la ligne rouge que Poutine considère qu'il était nécessaire que les Ukrainiens ne franchissent pas. Mais on voit bien que dès le départ de la survenue de la guerre, la situation de l'équilibre nucléaire est posée parce que dans le même temps, au moment où Poutine déclare la guerre, enfin la soi-disant opération spéciale, mais enfin bon, déclare la guerre, la Biélorussie abandonne son statut d'État non nucléaire dans sa constitution. Et donc, oui, mais ça c'est uniquement pour avoir la possibilité d'accueillir sur son territoire des armes nucléaires russes. Donc c'est tout à fait comparable à ce qui se passe sur les bases de l'OTAN. Oui, mais sauf que c'est ce qui permettrait, parce qu'à ma connaissance, ils n'ont toujours pas d'ogives russes sur leur territoire, les Biélorusses, mais on ne sait pas. Mais c'est pas pour dire c'est pas bien ou c'est bien, je m'en fous, c'est pas la question. La question, c'est de savoir pourquoi ils ont abandonné cet État non nucléaire. C'est ce statut d'État non nucléaire de leur constitution. Ils ont abandonné ce statut d'État non nucléaire de la Constitution entre novembre 2021 et février 2022, justement comme un signal envoyé vis-à-vis des autres puissances nucléaires au regard de la situation en Ukraine. Je me permets de vous interrompre, il y avait aussi eu, il ne faut pas l'oublier, ça non plus en Biélorussie, en 2020, une tentative de changement de régime. Oui, non, mais bien évidemment, mais la question qui était posée en début d'année, à mon avis, c'était d'abord celle-là. C'était la question, encore une fois, de est-ce que les Ukrainiens allaient jusqu'à réclamer une remilitarisation nucléaire de leur pays. Voilà. Et est-ce qu'ils allaient le faire? Parce qu'ils étaient beaucoup dans l'annonce. Donc la question est-ce que les Russes ne justifient simplement leur engagement que par une justification de principe, ou est-ce qu'ils ont d'autres éléments? Sauf que depuis le début de la guerre, ils n'ont pas apporté d'éléments tangibles qu'ils auraient pu récupérer sur le territoire ukrainien. Pour l'instant, on n'en sait rien.